Je suis très déçu de la conversation que j'ai eue aujourd'hui avec le président Poutine. Je ne pense pas qu'il soit présent mentalement. Je ne pense pas qu'il soit là et je suis très déçu. Eh bien non, je dis juste que je ne pense pas qu'il cherche à arrêter et c'est vraiment dommage. Donc, Trump et Poutine ont eu un appel hier pour essayer de trouver une sorte de cessez-le-feu. Et cela n'a mené à rien. Poutine a clairement fait comprendre qu'il veut prendre l'Ukraine et qu'il ne s'arrêtera pas tant que cela n'arrivera pas. Peu de temps après cet appel, nous avons eu des nouvelles choquantes venant de Chine. Le ministre chinois des Affaires étrangères vient d'admettre que la Chine ne peut pas permettre à la Russie de perdre la guerre en Ukraine, car la Chine estime que si cela arrivait, toute l'attention des États-Unis se porterait sur la Chine, et c'est quelque chose que Pékin ne veut pas voir. Mais pourquoi quelqu'un dirait-il une chose pareille ? Peut-être que la Chine prépare quelque chose et qu'elle veut que le monde entier soit distrait pendant qu'elle met ses plans à exécution. Mais tu vois, il y a un autre bémol. La Chine ne veut pas non plus que la Russie gagne. Elle veut que le statu quo continue aussi longtemps que possible. Le plus choquant dans tout ça, nous avions prédit cela dans notre podcast il y a environ 8 mois. Nous avons expliqué en détail pourquoi la Chine souhaite le maintien du statu quo, bénéfique pour le plan de Pékin. Écoutons cet extrait. Puisque tu parles de la Chine et que la Chine a effectivement une grande influence, pas seulement sur la Russie, je suppose, sur tout ce que les gens appellent l'axe du mal. Et beaucoup de gens ont dit que la Chine pourrait arrêter cette guerre si elle le voulait, Xi Jinping en particulier. Alors pourquoi ne le fait-elle pas? À mon avis, ils pourraient profiter davantage d'un monde en paix, vu leur forte dépendance aux exportations. Oui, c'est un très bon point. La Chine n'est certainement pas une alliée de la Russie. Je veux dire, juste des amis sans limite. C'était des conneries. Mais je pense que la Chine, ce qui l'intéresse le plus, c'est de maintenir le statu quo, de conserver l'accès au pétrole et au gaz russe bon marché. Ils sont impatients de commencer à utiliser la route commerciale du Nord qui passe au-dessus de la Russie à travers l'Arctique. À mesure que le climat continue de changer et que la calotte glaciaire fond de plus en plus, la Chine va vouloir l'utiliser, mais la Russie contrôle actuellement tout cela. Ils ont donc un intérêt à maintenir la Russie dans le conflit. C'est pourquoi ils livrent des pièces et font d'autres choses pour aider la Russie. Mais essayant de ne pas vraiment s'opposer aux États-Unis au point que nous agirions concrètement, car actuellement nous ne faisons vraiment rien pour y remédier. Et je pense que la Chine ne veut pas non plus voir la Russie, le régime, être vaincu et s'effondrer, parce que cela leur poserait aussi des problèmes. Les gens pourraient voir que, vous savez, ces régimes autocratiques et dictatoriaux ne sont pas imbattables. Mais vous avez aussi raison de dire que pour la Chine, économiquement, ce qui est dans leur meilleur intérêt, vous savez, les Houthis qui lancent des missiles dans la mer Rouge et le golfe d'Aden perturbent le transport maritime commercial. Eh bien, cela affecte aussi la Chine. Et cela n'arrive que parce que l'Iran soutient les Houthis et l'Iran n'a qu'un seul ami dans le monde et c'est la Russie. Donc, la Chine doit prendre ses propres décisions. Où veut-elle utiliser son influence? Je ne pense pas que la Chine puisse arrêter la guerre à elle seule, mais il est certain que la Russie aurait du mal à faire ce qu'elle fait si la Chine et ou l'Inde arrêtaient d'acheter du pétrole et du gaz russe. Malgré le soutien limité de la Chine, Poutine a eu de la chance récemment. Des rapports indiquent que les États-Unis stoppent certaines livraisons d'armes à l'Ukraine, notamment des systèmes de défense aérienne. De nombreux rapports sont parus sur cette nouvelle. Beaucoup de ces rapports citent des sources anonymes, donc je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Mais une chose est claire, les livraisons à l'Ukraine ont été suspendues pour certaines armes spécifiques. Et ce sont ces armes dont l'Ukraine a cruellement besoin pour défendre ses civils. La Russie est ravie de cela. Ils ne peuvent pas contenir leur excitation. Voici un extrait des médias russes, qui montre comment les journaux russes réagissent à la nouvelle que les États-Unis suspendent certaines livraisons d'armes à l'Ukraine. Mais avant d'y arriver, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo ci-dessous et de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Selon YouTube, 80% de vous ne sont pas abonnés. Si vous aimez le contenu, pensez à vous abonner ci-dessous. C'est une grande aide pour nous. Maintenant, place à l'extrait.
Des journaux rapportent ce matin que l'administration américaine a décidé de suspendre certaines livraisons d'armes à l'Ukraine. Komarsa indique qu'en Russie, la pause a été accueillie positivement. Moskovski souligne qu'il est dans son droit de dire que l'Amérique distribuait des armes et des munitions sans réfléchir à ce qu'il en resterait pour ses propres troupes. Mais maintenant, la cantine est fermée. Et les enfants ne pourront plus prendre autant de bonbons qu'ils le souhaitent. Selon un autre article du même journal, la décision américaine de réduire l'aide militaire à l'Ukraine pourrait bientôt influencer l'issue des combats. Notre force aérienne est maintenant capable de mener des frappes en profondeur en Ukraine. Jusqu'à présent, les défenses aériennes de l'Ukraine ont obligé nos avions à garder leur distance et à utiliser des bombes planantes. Selon Izvestia, le ministère russe des Affaires étrangères s'attend à un arrêt total des livraisons d'armes à l'Ukraine. L'Ukraine cherche déjà à s'approvisionner par la porte dérobée via l'Europe. Malheureusement pour le ministère russe des Affaires étrangères, il se trompe. Le président Trump vient de confirmer aujourd'hui que les livraisons à l'Ukraine se poursuivront, sauf pour certaines armes spécifiques. Quelles sont ces armes ? Eh bien, voici la liste. Des munitions en transit vers l'Ukraine ont soudainement été arrêtées par les États-Unis. 250 missiles High Mobility Artillery Rocket System, 30 missiles de défense aérienne Patriot, environ 8500 obus d'artillerie de 155 mm, 92 missiles RR, 140 missiles Hellfire AGM, 25 missiles Stinger et 125 armes anti-chars. Les missiles de défense aérienne, surtout les Patriotes, seront les plus importants parmi ceux-ci car ils sont irremplaçables. L'Europe n'a pas l'infrastructure pour les remplacer. Peut-être qu'ils peuvent acheter ou donner le stock qu'ils ont, mais ils ne peuvent pas en produire. Mais en plus de cela, la Russie a récemment intensifié ses attaques aériennes contre les villes et les civils ukrainiens. Ici, nous avons quelques graphiques pour montrer à quel point la situation s'est aggravée, rien qu'en comparaison avec il y a quelques mois. Voici maintenant un graphique montrant les drones russes lancés contre l'Ukraine depuis 2024 ou la mi-2024 et chaque mois. On voit que le nombre ne fait qu'augmenter, à quelques exceptions près. Il est important de préciser qu'il s'agit de drones longue portée qui vont dans des villes ukrainiennes comme Kiev et attaquent des civils. Ce ne sont pas les drones vus à la première personne qui sont utilisés sur les lignes de front. Donc même les drones longue portée sont en augmentation, et le mois dernier, le mois de juin, a été de loin le plus élevé. En fait, si on creuse un peu plus, on peut voir que les 5 plus grandes attaques, et je suppose que ce n'est pas le bon terme à utiliser, mais les 5 plus grosses attaques de la Russie ont eu lieu rien qu'en juin. Ce sont les 5 plus grosses attaques en termes de drones lancés, et depuis le début de la guerre, le mois dernier a été le pire pour les civils ukrainiens. C'est exactement pourquoi l'Ukraine a besoin de l'aide et du soutien des États-Unis pour protéger les civils ukrainiens contre les attaques barbares de la Russie. Voici ce qu'a déclaré le président Trump lorsqu'on lui a posé une question sur l'envoi d'armes. Écoutons-le. Un débat sur les armes est en cours. Nous en fournissons, mais en avons déjà tant donné. Mais nous fournissons des armes et nous travaillons avec eux en essayant de les aider. Mais nous l'avons. Biden a vidé notre pays en leur donnant des armes. Et nous devons nous assurer que nous en avons assez pour nous-mêmes. Selon moi, Trump devrait cesser son approche conciliante. Je comprends ses motivations. Tout le monde souhaite une solution diplomatique. Et en plus de cela, nous avons vu le président Biden essayer l'approche dure avec la Russie, où il était prêt à soutenir l'Ukraine, même si c'était un peu trop lent. Il adoptait une ligne dure contre la Russie, sans négociation. Cela n'a pas fonctionné, donc le président Trump voulait essayer une approche différente. Mais je pense que le monde devrait maintenant réaliser que c'est Poutine qui ne veut pas la paix. Il veut l'Ukraine, et à moins que nous empêchions la Russie de croire qu'elle peut s'emparer de l'Ukraine, cela ne s'arrêtera pas. Il n'y aura pas de solution diplomatique tant que la Russie pensera pouvoir gagner sur le champ de bataille. Alors, comment empêcher la Russie de penser cela ? En fournissant à l'Ukraine tout ce dont elle a besoin. Les États-Unis ne doivent pas seulement augmenter leur aide. Cela signifie aussi que l'Allemagne doit fournir plus de missiles Taurus dont son chancelier a parlé en campagne, mais qu'il n'approuve pas une fois au pouvoir. Donc, tous les grands pays doivent faire encore plus d'efforts en ce qui concerne l'aide à l'Ukraine, et je pense que c'est la seule façon d'avoir enfin la paix en Europe. Bref, un jour après son appel avec Poutine, le président Trump s'est également entretenu avec le président Zelensky. Voici les détails de leur discussion. Le bureau du président Zelensky a annoncé une conversation très importante et constructive avec le président américain Trump. J'ai félicité le président Trump et les Américains pour la fête de l'indépendance.
Nous, en Ukraine, sommes reconnaissants pour tout le soutien qui nous permet de sauver des vies et de défendre notre indépendance. Ensemble avec l'Amérique, nous avons accompli beaucoup de choses, et nous soutenons tous les efforts visant à mettre fin aux tueries et à rétablir une paix juste et durable. L'Ukraine appuie la proposition américaine d'un accord juste pour la paix. Nous avons discuté aujourd'hui de la situation actuelle, notamment des frappes aériennes russes, et de la situation générale, le long du front. Le président Trump est bien informé et je le remercie pour son attention envers l'Ukraine. Nous avons discuté du renforcement de la défense aérienne et décidé de collaborer pour mieux protéger notre espace aérien, ainsi que d'organiser une réunion entre nos équipes sur ce sujet. Nous avons aussi discuté en profondeur des capacités de l'industrie de défense et des possibilités de production conjointe. L'Ukraine est prête pour des projets directs avec l'Amérique et estime qu'ils sont extrêmement importants pour la sécurité, en particulier dans les domaines des drones et des technologies associées. Nous avons discuté des achats et investissements mutuels et approfondi nos perspectives sur la diplomatie concernant la collaboration avec les États-Unis et d'autres partenaires. Pour moi, cet appel semble n'avoir rien donné de substantiel. En résumé, des informations ont été partagées, mais au final, l'Ukraine a accepté le cessez-le-feu inconditionnel de l'administration Trump et la Russie ne l'accepte pas. Cela signifie qu'il est maintenant temps de tenir les promesses faites pendant la période électorale. L'administration Trump avait de nombreux rapports sur la façon d'amener les deux parties à négocier en utilisant la méthode de la carotte et du bâton. En gros, si la Russie ne vient pas à la table des négociations, nous infligeons plus de sanctions, que ce soit par des sanctions supplémentaires ou par la fourniture de plus d'armes à l'Ukraine. Eh bien, il est temps de tenir ses promesses. Passons maintenant aux bonnes nouvelles. Même si le ciel ukrainien a désespérément besoin de défense aérienne pour se protéger contre les drones russes, eh bien, c'est la même chose pour la Russie. Le ciel russe n'a pas non plus de réponse face aux drones ukrainiens et aux frappes ukrainiennes. C'est la nouvelle d'hier seulement. Des drones ukrainiens ont frappé un aérodrome militaire russe à Lipsk et l'usine Energia à Yelets, qui produit des batteries pour les véhicules aériens sans pilote, l'aviation et la marine. Le service de sécurité d'Ukraine a frappé un dépôt de munitions russes dans la région occupée de Donetsk. L'aérodrome russe de Lipsk accueille des chasseurs Su-34, Su-35 et MiG-31. Déjà attaqué en août 2024, il est rapporté qu'une personne a été tuée et 2 autres blessés. Des drones ont visé l'usine Energia à Yelets, qui produit des batteries pour les véhicules aériens sans pilote, l'aviation et les forces navales. Un incendie s'est déclaré sur le site de l'installation, déjà touché le 23 mai. Selon le service de sécurité d'Ukraine, des drones ont réussi à frapper un dépôt de munitions russes dans un village de la région de Donetsk. Et ce ne sont pas seulement les installations russes qui sont touchées, même les généraux et les commandants russes sont visés. Au cours des dernières semaines, l'Ukraine a mené 3 assassinats majeurs. Commençons donc par celui de Moscou, dans la cour de Vladimir Poutine. Un attentat à la voiture piégée au centre de Moscou tue un haut général du service fédéral de sécurité. Les médias russes rapportent une puissante explosion dans le centre de Moscou. Des témoins oculaires décrivant plusieurs déflagrations et 2 véhicules en feu, dont l'un aurait été visé. Des sources en ligne ont identifié la victime comme étant Alexei Komkov, chef du 5e service du service fédéral de sécurité supervisant le contre-espionnage dans les pays de la communauté des États indépendants. Un autre assassinat a eu lieu en Crimée occupée par la Russie. Selon des blogs russes, Idar Akhmatov, adjoint de la flotte russe de la mer Noire, aurait été tué. Voici le rapport. Cela a été publié sur une chaîne Telegram russe. C'est une chaîne pro-guerre. C'est la guerre. En Crimée, à la suite d'une frappe sauvage de la direction principale du renseignement du ministère de la Défense, le vice-amiral et commandant de la flotte de la mer Noire, Idar Akhmatov, a été tué. Les détails seront révélés plus tard. Nous devons nous venger. Nous attendons une réponse des centres de décision. Et enfin, nous avons un assassinat dans la région de Koursk. La Russie a confirmé que Mikhail Godov, commandant adjoint de la marine russe, a été tué lors d'une frappe ukrainienne dans la région de Koursk, en Russie. Auparavant, Godov était le commandant de la 155e brigade de la marine russe, bien connu pour ses crimes de guerre contre les Ukrainiens. Il y a plusieurs mois, il a été nommé commandant adjoint de la marine russe. Lorsque Gurdjieff a été nommé à son dernier poste, Poutine a déclaré que son expérience devait être reproduite aussi largement que possible. Pour une fois, il est difficile de contredire Poutine. L'expérience de Bolchev, Garimassoumov et Gurdjieff devrait être reproduite. Gurdjieff a été tué lors d'une frappe ukrainienne, juste après avoir été promu.